Bonjour à toutes et à tous, c'est Axos de Glue Mask. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet auquel je pense de temps en temps, mais dont je n'ai pas vu énormément de vidéos sur YouTube, en tout cas en français. Il s'agit déjà d'Eurovision et surtout des grands favoris à l'Eurovision qui n'ont pas gagné. Voilà. Parce que comme tout sport, toute activité, l'Eurovision a des cotes, a des bookmakers. On peut parier en somme sur l'Eurovision, pas en France, mais pas mal de bookmakers permettent d'établir des paris de toutes sortes sur la compétition, enfin sur le concours. De toute façon, vous savez, on peut parier sur absolument tout, hein, que ça soit vraiment sur l'élection présidentielle américaine, sur la naissance de telle ou telle personne, enfin bref, on peut parier sur tout. Mais donc principalement sur l'Eurovision. Et les codes sont tout à fait passionnantes, voilà, parce que elles disent souvent la vérité. C'est plus fiable que, par exemple, dans le football ou dans le basket. Mais il y a tout de même parfois comment dire, des instabilités, des incohérences qui font que l'Eurovision reste quand même quelque chose d'assez aléatoire qu'on peut étudier, qu'on peut analyser, mais sur lequel on peut se tromper. Tout n'est pas tout le temps joué d'avance. Et c'est ce pourquoi on va faire un léger tour chez nos amis les bookmakers et voir quels ont été les grands favoris à un moment donné qui n'ont pas gagné. Alors, je distingue deux types de favoris. On va parler de deux types de favoris. Les favoris pré-répétition et les favoris post-répétition. C'est simple. En gros, une fois que toutes les chansons sont sorties, vous savez, on a ce petit temps entre la fin du mois de mars et le début des répétitions, on va dire début mai, où voilà, on a juste les chansons et les quelques prestations faites soit en pré-partie, soit en sélection nationale, qui permettent d'établir et de distinguer des favoris. Et souvent, les favoris dans cette période-là ne sont pas ceux qui gagnent à la fin. Cependant, il se peut qu'une chanson qui soit favorite dès le début remporte le concours. Ça arrive bien évidemment. Et puis on a les favoris post-répétition, on va dire, pour faire simple, une heure avant le show. Les favoris une heure avant le show, eux, c'est que en fait, ils ont été entre guillemets mal pronostiqués. On s'attendait à ce qu'ils gagnent, ils n'ont au final pas gagné, les votes ne se sont pas passés comme prévu. Et donc, c'est ces deux types de favoris que nous allons voir là depuis 2010. Voilà, je ne vais pas faire avant, on va faire rapidement. En plus, on ne va pas parler de toutes les années, car des fois, il n'y a rien à dire spécifiquement. Encore une fois, voilà, ce ne sont que des codes, donc ce n'est pas parce que une chanson est favorite numéro un qu'elle est absolument favorite. Je le mentionnerai. Par exemple, voilà, une chanson qui est cotée à 4,50 et qui est la favorite numéro un avant les répétitions, mais que le deuxième est coté à 5. Voilà, elle n'est pas immensément favorite. Elle est certes la victoire la plus probable, mais la victoire du deuxième favori coté à 5 ne serait pas non plus improbable. Cependant, un favori coté à 1,25 comme on a eu cette année une heure avant le show, à savoir l'Ukraine, et que le deuxième est coté à 5, à savoir la Suède, oui, là bien évidemment, si la Suède avait gagné, ça aurait été une surprise, parce que 1,25, ça prouve que la chance de victoire est extrêmement probable. Je ne vais pas non plus rappeler le principe de cote, mais vous savez, en gros, si vous misez 1 euro sur une cote à 2, vous gagnez 2 euros. Si vous misez 1 euro sur une cote à 3,50, vous gagnez 3,50 euros, et ainsi de suite. Donc, plus c'est bas, plus ça a de chances de se produire, plus le gain final sera faible. Cependant, plus c'est haut, certes, moins c'est probable, mais vous aurez plus de rémunération si cela arrive. Une fois que tout cela a été dit, je pense que nous pouvons passer à la première favori qui a entre guillemets choke. Voilà, il s'agit de l'Azerbaïdjan en 2010. Cette chanson était favorite par les bookmakers avant les répétitions. En effet, elle a un gimmick qui se retient plutôt bien. Bon, c'est une balade classique, mais tout à fait sympathique et qualitative. Après les répétitions, cependant, elle était plus favorite et c'est la chanson allemande Satellite de Lena qui est passée favorite des bookmakers et qui a par conséquent aussi remporté l'Eurovision 2010. Cette victoire allemande n'est pas une surprise, comme je l'ai dit, elle était la grande favorite, elle était
ultra applaudi lors de sa prestation. Vous pourrez le marquer plus que la Norvège, alors que l'Eurovision était à Oslo. Et la non-victoire de l'Azerbaïdjan n'était pas une surprise, H-1 avant le début du show. Cependant, beaucoup la voyaient remporter le trophée avant les répétitions, on va dire avant les demi-finales. Quelles sont les causes de cette non-victoire, de ce choke? Je pense l'ordre de passage. Ça ne sert à rien de tout mettre sur l'ordre de passage. On va d'ailleurs pas trop s'en servir comme des raisons qui ont fait des potentiels flops des, euh, des favoris. Mais c'est vrai que passer en 1 avec une balade, ce n'est pas forcément optimal pour l'emporter. C'était à l'époque où l'ordre de passage était aléatoire. Il ne l'est plus depuis 2013 et c'est beaucoup mieux parce que si en 2010 il n'avait pas été aléatoire, vous inquiétez pas que Drip Drop serait passé en 12 ou en 19. Cependant, ce n'est pas le cas. Elle est passée en 1, elle a ouvert le show. Ça ne l'a pas du tout avantagée pour le télévote et elle a fini seulement entre guillemets 5e, ce qui est une prestation, enfin une position honorable pour la 3e participation de l'Azerbaïdjan et un 3e top 10 consécutif. Il faut rappeler cependant que l'Azerbaïdjan n'a pas remporté sa demi-finale, c'est la Turquie qui l'a gagnée, donc il semble logique lors de la finale qu'elle n'ait pas fini aux 2 ou aux 3 premières places. Passons désormais à l'Eurovision 2011. L'Eurovision 2011, qui s'est donc déroulée à Düsseldorf, en Allemagne, suite à la victoire de Lena, comme on a parlé juste avant, a la particularité d'être un Eurovision particulièrement impronosticable et surprise. C'était l'un des plus gros flops de l'histoire des bookmakers à l'Eurovision. Bon, il a aussi la particularité d'être un Eurovision de piètre qualité, qui n'a pas beaucoup de chansons remarquables ou légendaires. Par exemple, le top 2 n'est pas considéré par les Eurofans comme un top 2 particulièrement sensationnel. Et moi, ma chanson préférée, l'Estonie Rockefeller Street, a fini avant-dernière. Ce qui était d'ailleurs une surprise, puisqu'elle a été à un moment classée 2e des bookmakers. Bref. Parmi les quelques surprises qu'il y a eu dans cette Eurovision, des non-qualifications complètement absurdes. Je pense notamment à Israël et Dana International qui ne s'est pas qualifiée alors qu'elle a quand même remporté l'Eurovision en 98. La Bulgarie ou encore la Turquie qui avait une cote de qualification ultra basse et qui pourtant a sauté en demi-finale. Mais l'Eurovision 2011 cachait un grand favori. Quand je parle de grand favori, c'est une chanson, un artiste et une chanson, du coup un pays, qui sont favoris de bout en bout, avant les répétitions et 1 heure avant le show, après les répétitions. Ça, c'est un grand favori. Et quand tu arrives à l'Eurovision avec un grand favori, forcément, les projecteurs sont dirigés vers lui et on s'attend à une victoire. Après, derrière, les 2e, 3e, 4e, 5e favoris ont beaucoup changé. À un moment, il y a même eu la Hongrie dedans, donc l'Estonie, comme je l'ai dit. Mais le grand favori cette année-là, c'était la France. Amaury Vassili, sa chanson en latin, Sognou. Spartu mondo con te, ma tutti ne vuoi andare, campo per la vittoria, lontano da te, penso sempre che sei vicino a me, sogno di te. Et là, on a affaire sûrement donc au plus gros flop de l'histoire des grands favoris, les plus gros chocs qui n'ait jamais eu à l'Eurovision, puisque la France a fini à la 15e position. Encore une fois, c'était la cote la plus basse pour remporter l'Eurovision, sûrement parce que la France proposait quelque chose de très différent de ce qui se faisait dans cette Eurovision pathétique. Voilà, là aussi on peut encore parler de l'ordre de passage qui est assez loufoque, encore une fois l'ordre de passage aléatoire. Beaucoup des prétendus favoris sont passés au début, que ce soit de la 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e place, tout ça c'était des favoris à la victoire. Ce qui fait que le seul qui était entre guillemets un peu isolé, l'Azerbaïdjan, vers la fin avec des chansons entourées de chansons moins prestigieuses, a pu glaner le titre. Azerbaïdjan qui était favori numéro 3 à la victoire. Donc voilà pour ce qui est de la France à l'Eurovision 2011. Une 15e place très inattendue. Un véritable flop. En plus, il y avait un hors passage en somme aléatoire. Avantageux la place 11. La place du grand favori soliste, hein, vous savez,
le Portugal notamment en 2007, on y reviendra, est passé à cette place-là. Mais voilà, l'Eurovision 2011, retenez-le comme un Eurovision surprise, mais qui est quand même compliqué à regarder. Pour ce qui est de l'Eurovision 2012 et l'Eurovision 2013, nous n'allons bien évidemment pas nous y attarder, puisque nous avions là aussi, comme en 2011, deux grandes favorites, donc la Suède en 2012 et le Danemark en 2013. Ces deux grandes favorites ont remporté l'Eurovision au final. Elles étaient favorites avant, hein, dès la sortie de la chanson, et après les répétitions, 1 heure avant le show, on s'attendait tous à les voir gagner. Elles ont en effet gagné le titre. Petite particularité, la Suède a remporté beaucoup de 12 points et a bénéficié d'une énorme victoire très large. L'Eurovision 2012 a été plutôt globalement moyennement bien pronostiqué, mais ça a été pour les bookmakers, puisque la deuxième favorite a fini deuxième. Et pour ce qui est du Danemark en 2013, le top 5 était à peu près celui que l'on imaginait. Peut-être pas à quelques places près, mais voilà. Mais le Danemark a assumé son rang, son statut. D'ailleurs, c'est ma chanson préférée de l'Eurovision. Soit dit en passant, On It Teardrop, c'est une magnifique prestation d'Emily de Forest. Donc voilà. Passons désormais à l'Eurovision 2014. Et nous allons nous y attarder en deux phases. Première phase, avant les répétitions, grand favori, l'Arménie. Donc c'était Arat MP4, Not Alone. Une chanson assez particulière. Je n'ai pas très bien compris pourquoi est-ce qu'elle était favorite. Après, il s'avère qu'elle a terminé 4e au classement final de l'Eurovision 2014. Très belle Eurovision, soit en passant. Mais je trouve qu'elle a un peu du mal à démarrer et quand elle, entre guillemets, explose, ce n'est pas forcément symphonique. Mais après les répétitions, les bookmakers l'ont vu venir et savaient que cette chanson n'allait pas gagner. Par contre, après les répétitions, s'est dégagée une autre grande favorite, la Suède, et là, on s'attendait particulièrement à une victoire de Sanna Nielsen et de sa chanson Undo. Très très belle chanson, énormément appréciée par les Eurofans, 4,9 de moyenne sur Eurovision World, c'est quand même pas mal. Silent, I can wait here silent, gotta make a change and make some noise. Undo n'a pas remporté l'Eurovision 2014. On va un petit peu s'attarder sur cette non-victoire. Je pense qu'elle n'a pas assez surprise. Undo, une chanson qui n'a pas assez surpris. Pour ce qui est des Eurofans, on a tous eu le Melody Festival 2014. On s'attendait à cette mise en scène, on s'attendait à cette prestation scénique, pas de souci. Moi, je trouve la mise en scène un brin statique, même si le jeu de lumière est particulièrement bon. En plus, elle a quand même l'avantage de passer voilà, entre l'Allemagne et la France, donc des chansons pas très cotées. Cependant, pour le coup, l'Eurovision 2014, comme vous le savez, a été remportée par Conchita Wurst, l'Autriche, et elle a eu un parcours tout à fait formidable que je respecte énormément, et j'adore quand il a ce genre de parcours à l'Eurovision. La chanson sort, personne ne s'y attarde particulièrement. Bon, ça se qualifiera sûrement, mais ça ne jouera pas au-delà de la 15e place. Et puis là, demi-finale, véritable choc, véritable révélation. La prestation scénique et la prestation vocale sont incroyables et époustouflantes, ce qui fait que l'Autriche a largement remporté sa demi-finale, à la surprise générale, devant la Suède donc, et a par la suite remporté l'Eurovision 2014, même si, encore une fois, les bookmakers ne la voyaient que 3e favorite, derrière même les Pays-Bas. Au final, elle a échangé sa place avec la Suède, Sanna Nielsen, la grande favorite, qui a donc choke et terminé à la 3e place. Mais la victoire de l'Autriche en 2014 n'était pas fondamentalement une énorme surprise, H-1 avant le show, mais on peut la considérer comme une victoire surprise, parce que, bon, vous le savez, le personnage pouvait
pouvait, intriguer, rebuter un peu le public, mais ça n'a pas du tout été le cas. Elle a remporté public et jury. C'était l'époque où le public et le jury étaient plutôt d'accord sur le vainqueur de l'Eurovision. Et donc voilà, Autriche 2014, très haut parcours, victoire surprise, parce qu'avant, c'était pas, quand les chansons sont sorties, c'était pas gagné. Et, euh, et une favorite qui a malheureusement floppé, sans parler d'Arat MP3. Bon, il a fini quatrième. Mais voilà, les deux favoris annoncés avant et après répétition, voilà, ont pas trop assuré lors de la finale. Enfin, en tout cas, niveau classement, c'est plutôt, bon, pour le coup, les bookmakers qui n'ont pas assuré plutôt que les artistes. 2015, on passe le tour. Grand favori, la Suède, avant après les répétitions. Ils gagnent le show à la fin. Et pire, les 5 places étaient parfaitement bien pronostiquées par les bookmakers. Donc voilà, rien à dire pour ce qui est de l'Eurovision 2015. Par contre, l'Eurovision 2016, il y a des choses à dire. Et oui, l'Eurovision 2016, même chose que pour l'Eurovision 2014 à peu près. Sauf que là, le favori avant et après les répétitions était le même, la Russie. On arrive donc avec la Russie qui est cotée à 1,90 pour remporter l'Eurovision 2016. Suivent l'Australie à 3,20 et l'Ukraine à 10. Voilà, donc autant dire que la Russie s'affiche clairement en énorme favori. C'est compréhensible, mise en scène époustouflante, chanson incroyablement calibrée pour l'Eurovision, extrêmement compétitive. Et puis voilà, on s'attendait plutôt à une victoire russe. Donc lui, il a remporté tranquillement sa demi-finale. Pareil de l'autre côté, l'Australie qui gagne sa demi plutôt largement. Et puis vient le moment des votes. Le nouveau système où on sépare le jury et le télévote, ce qui double entre guillemets le nombre de points pour les chansons. Et là, on voit que l'ami Sergueï a un peu du mal au jury. Petit malaise ou excitation en fonction de votre chanson préférée. Et donc oui, il fait moins de points au jury par exemple que la Belgique, voilà, ou que la France. L'Australie par contre explose le vote du jury. Et là on se dit, pourquoi pas une victoire australienne? Ce serait pas une surprise, mais ce serait quand même étonnant que ce pays qui n'est pas dans l'Europe remporte le titre. Et puis là, on dévoile le vote du public. Et alors autant la Russie a bidé au jury, mais l'Australie au public, c'est la même chose. Même si bon, elle termine quatrième du vote du public en somme, mais c'est quand même un bid puisqu'elle finit quand même derrière la Pologne qui a marqué 222 points. Et puis au final, on se rend compte que la première au classement, c'est l'Ukraine qui a profité respectivement des flops de la Russie au jury et de l'Australie au public. La Russie qui a remporté largement le public et l'Australie largement le jury, mais ça n'a pas suffi pour la victoire finale. Et c'est l'Ukraine qui a fini deuxième dans les deux, qui en a profité et qui a donc remporté le titre d'Eurovision 2016. Victoire surprise. Bon, c'est quand même la favorite numéro 3, donc c'est pas non plus une énorme surprise, mais quand même victoire surprise de l'Ukraine, qui ne figurait même pas dans le top 5 des favoris avant les répétitions, et avec sa chanson un poil polémique, qui a amené l'Eurovision à Kiev. Nous rentrons dans des années particulièrement intéressantes à suivre en termes de paris sportifs, enfin en termes de paris sur l'Eurovision. Les bookmakers sont d'ailleurs plutôt galérés ces années-là. Pour ce qui est de 2017, du coup, très intéressant. Le favori avant les répétitions, c'était l'Italie, Occidentalis Karma. Contemporaneo come l'uomo del neolitico, l'intelligenza è demodè, risposte facili, dilemmi inutili. Cerca sì. Trop vite, trop facile, je pense. L'Italie qui aura fini en fin de compte 6ème. Avant les répétitions, la qualité de la chanson, ce qu'elle dit, les paroles, le fait que ce soit en italien, la mélodie, tout ça a fait que directement les bookmakers sont placés Occidentalis Karma de Francesco Gabani en favori. Cependant, on a rapidement vu qu'après les répétitions, la mise en scène n'était pas non plus incroyable. Il y avait en fait des mauvais choix.
Par exemple, moi, quand je vois, j'adore sa veste hein, à Francesco Gabani, mais quand je vois que les cœurs sont complètement visibles, mais en même temps pas trop, enfin je sais pas, ça me gêne, je trouve ça moche, je trouve le tableau moche, le macaque qui se ramène pour faire ses singeries, aussi bon, c'est amusant, mais ça fait un peu sortir du truc, je sais pas, j'aime bien la prestation dans l'ensemble, mais je pense qu'on pouvait faire mieux pour cette chanson, vraiment mieux vu la qualité de l'artiste. Et les bookmakers l'ont bien compris et on fait passer troisième favori. Le grand favori H-1 avant le show, c'était la Bulgarie. And even if the light I fall, when everything is on the wire, even up against the wall, our love is untouchable. Our love is untouchable. On parle pas assez de Christian Kostov et Beautiful Mess, pourtant c'est une très bonne chanson qui selon moi aurait dû remporter l'Eurovision et il a établi un record qui ne sera sans doute jamais égalé en demi-finale, c'était de plus de 400 points marqués en demi-finale, c'est énorme, énorme. Je veux dire, il y a peu de pays déjà qui font 400 points en finale, alors imaginez en demi-finale où il n'y a que la moitié des pays qui votent, il avait complètement dominé le sujet, bref, et du coup il aborde la finale de 2017 en tant que grand favori, enfin en tant que favori, mais bon, si je donne les cotes exactes, Christian Kostov il est coté quoi à 2,20, et deuxième favori, le Portugal à 2,70. On est quand même sur un mano à mano, un duel serré entre le Portugais et le Bulgare. Ça va au final être le Portugais, comme vous le savez, Salvador Sobral, Amar Peloj-Dois, qui va s'imposer avec un record faramineux de points. Mais c'est vrai qu'on oublie souvent que Christian Kostov était le grand favori pour remporter l'Eurovision 2017 et qu'il a fini deuxième avec 615 points. Il aurait gagné dans n'importe quelle Eurovision, hormis du coup 2022 et 2017. Voilà pour ce qui est de l'Eurovision 2017 et du parcours en tout cas chez les bookmakers de l'ami Salvador Sobral. Il était plutôt bien classé, mais jamais le grand favori, vous voyez, toujours dans l'ombre donc de Christian Kostov ou de Francesco Gabani. Cette Eurovision 2017 que je n'apprécie pas particulièrement, je trouve que beaucoup de chansons se ressemblent. Voilà, c'était pas l'Eurovision le plus marquant, puis en termes de show aussi, on n'était pas sur une qualité extraordinaire. On passe désormais à 2018, là aussi un Eurovision avec des résultats vraiment surprenants, des anomalies. Je m'explique. Premièrement, la non-qualification de la Belgique. Ça faisait très longtemps, je pense, qu'on n'avait pas eu, vous savez, cette chanson plutôt bien placée chez les bookmakers, qu'on voit tous aisément se qualifier en finale, et voire même, pourquoi pas, remporter l'Eurovision, on le voit comme un poids lourd, et qui est éliminé dès le premier tour. Voilà, pour faire une comparaison avec le foot, c'est exactement comme quand Manchester United a été éliminé de la Ligue des Champions en phase de poule en 2012, ou des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est une anomalie. Après, la Belgique, ça s'explique. Hein. Ça s'explique par le fait qu'on avait une mise en scène complètement catastrophique, très très chiante, qui ne mettait pas en valeur la chanson, qui ne se suffisait, selon moi, pas à elle-même, en tout cas pas à la première écoute, même si Matter of Time est excellentissime. Mais au-delà de cette anomalie belge, voilà, un grand favori comme ça, un favori qui saute à la demi-finale, on n'avait pas eu ça depuis la Finlande en 2015, là, le groupe de rock, ou la Suisse en 2008, ou voilà, bref. Mais du coup, on a d'autres anomalies, comme la Norvège qui gagne sa demi-finale en passant en 1, comme quoi il est possible de remporter quelque chose à l'Eurovision en passant en 1. Donc la Norvège qui gagne sa demi-finale en passant en 1, qui finit au final 15e lors du show final. Et aussi, du coup, l'ami autrichien qui remporte le vote du jury à la surprise générale. Je n'ai pas la cote pour le vote du jury, mais je l'imagine qu'il ne devait pas être le favori pour remporter. Cependant, la grande favorite avant les répétitions, c'était Israël. La grande favorite après les répétitions, c'était Chypre.
mais a été très très favorite. Et ça qu'on oublie, c'est qu'en fait, Chypre était quand même coté à 2 et Israël à 3,25. Ce n'est pas... Il y a quand même un écart. Donc Chypre était vraiment en pole position pour remporter l'Eurovision 2018 selon les bookmakers. Pourtant, la victoire a été large et nette en faveur d'Israël. Donc en fin de compte, on a eu une chanson favorite avant les répétitions, qui ne l'était plus après, mais qui a au final gagné. Tandis que Chypre, qui n'était même pas dans le top 10 ou même le top 15 des bookmakers avant la répétition, a choqué son monde après la demi-finale et donc passé favorite absolue en finale en passant en 25 avant de finir seulement deuxième. Un petit mot sur l'Eurovision 2019, idem que pour 2015, un grand favori du début à la fin, avant les répètes, après les répètes, qui au final s'impose, mais pas largement. Avec au passage des petites surprises, la Norvège qui remporte le vote du public, pardon, la Norvège qui remporte le télévote cote à 19, et pire, la Macédoine qui gagne le vote du jury cote à 301. Bref, un petit mot aussi sur l'Eurovision 2020, la plus grande frustration des Eurofans, car là on avait énormément, on ne pouvait pas savoir qui allait gagner, on avait énormément de favoris, et c'est très rare qu'avant la répétition, le favori numéro 1 soit coté seulement à 5. Et c'était le cas de la Bulgarie, suivi de la Lituanie, suivi de l'Islande, je crois, ou de la Russie, de l'Italie. On avait pas mal de pays qui pouvaient gagner. La Suisse aussi, qui était très bien placée. Pourquoi pas même une victoire maltaise ou roumaine. Enfin bref, en Eurovision qui a brisé beaucoup de cœurs parce qu'il n'a donc pas eu lieu. Il a été annulé à cause du Covid, comme vous le savez. Passons à l'Eurovision 2021. La grande favorite avant les répétitions, c'était l'amie maltaise Destiny avec sa chanson Je me casse. Hell no, I am not your honey. Hell no, I don't want your money. Got it wrong, I ain't into dummies. Nah, So baby, it's not a maybe. Yeah, I'm too good to be true, but there's nothing in it for you. So if I show some skin, doesn't mean I'm giving in. Not your baby. Je me casse. Et elle a fini, la pauvre, seulement 7ème. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une favorite quelconque qui floppait autant. Bah, du coup, la dernière fois qu'on a parlé, c'était avec le français en 2011. La 7ème, c'est vrai que ça fait mal quand elle a été favorite longtemps avant les répétitions. Et puis même après les répétitions, elle a été cotée à 5. Donc, victoire pas improbable. Et a été 3ème des bookmakers. Après les répétitions, par contre, voilà, c'était l'Italie. Favori au titre et qui a au final remporté l'Eurovision 2021, mais favori de peu devant la France. Hein, c'est un bookmaker se plaçait même la France favorite avant l'Italie. Bref. Pour ce qui est de Malte, je pense que là aussi c'est un peu dû à la mise en scène. Un poil à l'ordre de passage, vous pouvez me le permettre. C'est vrai que passer en 6, alors qu'elle a quand même gagné sa demi-finale, je trouve ça pas cool. Pour les organisateurs néerlandais, c'est pas sympa du Harf et ça, bref. Bon, ils avaient beaucoup de favoris à passer en première partie, mais soit. Mais je pense que peut mieux faire sur le mouvement de main, en fait. Peut mieux faire sur la danse, la chorégraphie. C'est mon avis. Mais très bonne chanson, ma deuxième ou troisième préférée d'édition 2021. Et puis après, on n'a plus rien à se dire, les amis, parce qu'en 2022, ah bah oui, l'Ukraine, favorite avant les répètes, après les répètes, et pire, cote à 1,25, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un pays aussi favori avant Eurovision. Cote à 1,25. Déjà que les Pays-Bas à 1,50 c'était très favori, mais alors là 1,25 comment pouvait-il ne pas gagner? Bref, ne parlons pas de l'Eurovision 2022. Tout ça pour vous dire que comme beaucoup d'Eurofans, j'adore suivre les cotes à l'Eurovision. C'est bien parce que la plupart du temps les bookmakers voient juste, mais parfois ils se trompent assez régulièrement pour que l'on puisse avoir des surprises et en même temps avoir un petit ordre d'idées sur qui peut éventuellement jouer la victoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos tout à fait différentes, sûrement sur le foot ou sur d'autres sujets. Des vidéos Eurovision, j'en referai pour la prochaine période, pour la prochaine saison Eurovision, celui de 2023, éventuellement une petite vidéo sur le junior, et on se fera surtout des paris Eurovision, des analyses de cotes, etc. À la prochaine, c'était Axel de Gloomy Mask. Ciao!